Bonjour les amis et fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue à vous dans ce débrief des conférences de presse de Pierre Sage et de Mama Baldé. Alors Mama Baldé, ça va aller vite, vous allez voir, il n'a pas dit grand chose de très passionnant. Par contre, il y a des vrais sujets sur ce qu'a dit Pierre Sage, notre entraîneur. Tout d'abord, je vais commencer par une petite pub, puisque dimanche soir, à partir de 20h30, 20h35, on va se retrouver en live pour le commentaire du match, donc OL Brest. Match éminemment important. Donc, je vous invite à venir nombreux et vous verrez, il y a une petite surprise en cas de but de l'OL. J'espère que ça va vous plaire. Dans cette vidéo, donc, je vais faire le débrief de ce qu'a dit Mama Baldé, de ce qu'a dit Pierre Sage. Je vais également faire une rapide présentation des enjeux du match, de l'équipe de Brest, ses forces, notamment ses faiblesses. Et je terminerai par vous proposer une composition d'équipe, puisqu'il y a quelques petites interrogations sur certains postes. Alors Mama Baldé qui s'est présenté en premier lors de la conférence de presse, et je dois dire que depuis quand même un certain temps que je débriefe les conférences de presse, c'était sans doute la plus pénible à écouter. Mama Baldé qui ressasse quasiment tout le temps les mêmes choses. On travaille dur pour l'équipe, il répond pas vraiment aux questions. Il fait partie de ces gens, ça m'étonne toujours, qui, lorsqu'ils répondent à une question et qu'ils sont d'accord avec, on va dire, le propos de votre question, vous répondent par non. Par exemple, on va lui demander est-ce que Matic, il est important? Et il va dire non. Matic, c'est un monsieur, c'est du très haut niveau, c'est ce donc sur lequel on doit s'inspirer. Enfin bon. Bon, Mama Baldé qui a eu un début de saison très difficile, lui il attribue ce début de saison difficile à son transfert depuis 3 qui s'est passé de manière un peu soudaine, etc., etc. Bon, moi j'y crois pas trop, mais enfin bon, ce qu'il faut dire quand même, c'est que sur les 5 derniers matchs, il est 3 fois décisif, que ce soit au but ou à la passe décisive, et surtout, il a réussi à convaincre Pierre Sage qu'il pouvait avoir un vrai rôle, une vraie utilité dans cette équipe, et donc ça c'est quand même très bien, parce que franchement on part de loin. Lui-même, Bama, il est content de ses entrées, et pour, on va dire, la 28e fois dans cette intervention, il a dit « j'aide l'équipe ». Donc ça, c'est bien. Il a été interrogé sur l'apport de Damien Della Sanda, qui est un assistant coach, et avec lequel, visiblement, ils font énormément de travail, et notamment l'analyse de vidéos. On regarde tout ce qui ne va pas dans le jeu de Mama Baldé, et lui, notamment sur les placements, il apprend à mieux se placer, que ce soit sur les situations défensives et offensives. Il dit aussi que le coach a un message clair et ça permet de concerner tout le monde, on comprend ce qu'il veut. J'en déduis que le message des coachs précédents ne l'était pas forcément très très clair. Et donc, il a également été interrogé sur Alexandre Lacazette. Évidemment, il a dit que c'était un peu comme un grand frère, qu'il aidait les jeunes, etc., etc. On l'a interrogé sur la concurrence en attaque, il n'a pas compris la question, puisqu'il a répondu sur les équipes qu'on allait jouer, qui étaient de bon niveau. Enfin bon, bref. Alors ensuite, on a retrouvé évidemment Pierre Sage, notre coach, qui nous a dit déjà que l'infirmerie était vide, aucun joueur blessé, sauf Benguy, mais qui n'a jamais joué cette saison, donc le 3e gardien. 24 joueurs à l'entraînement, mais évidemment une rotation resserrée, donc c'est quand même pas facile pour certains joueurs qui vraiment ne jouent jamais. Je pense à Akoukou, je pense à Lovren, je pense évidemment à Diomandé, c'est quand même dur pour eux d'aller à l'entraînement, savoir qu'ils joueront pas. Donc c'est embêtant de pouvoir créer des dynamiques. Le seul absent finalement ce sera Douillet Kaletachar qui est suspendu. Et vous verrez un petit peu plus tard que le dossier de Lacazette est venu sur la table, puisqu'il y a une petite théorie qui court sur Alexandre Lacazette par rapport justement aux suspensions. Alors sur certains aspects, je suis en plein accord avec Pierre Sage. Finalement, le calendrier il est super bien pour nous, parce qu'effectivement on va jouer les 4 premiers du championnat, ce qui pourrait peut-être nous modérer nos ambitions pour la 7e place. Mais en même temps, ça tombe super bien parce que tout le monde s'accordera quand même pour dire que l'OL a progressé cette saison,
que l'équipe que l'on a, notamment après le mercato, est bien meilleure que celle qu'on avait en début de saison, et forcément les résultats suivent. On est sur une dynamique intéressante. Je crois que quelqu'un a sorti la stat qu'on était premier sur les 10 derniers matchs. Bon, seulement une saison, il y a 34 matchs, donc ce qui est important, c'est le classement après les 34 matchs, mais disons que ça décrit une dynamique tout à fait positive. Mais évidemment, là, on va jouer les 4 premiers du championnat, donc à commencer par Brest. Brest qui est sans doute l'équipe qui nous a le plus dominé cette saison. On pourra dire, oui, mais on a pris 4-1 face à Paris, mais contre Paris, on a eu des occasions. Alors que Brest, on s'est fait tabasser de la première à la dernière minute, et même si on ne perd que 1-0, ça a été selon moi une domination totale. C'est d'ailleurs à l'issue de ce match que j'avais dit, et j'avais pris le pari, que Brest finirait sur le podium. On s'est beaucoup moqué de moi, et je note bien qu'à 6 journées de la fin, Brest a 9 points d'avance sur le 4e du championnat, sur le 5e, donc Brest est quasiment assuré de finir dans les 4 premiers. Alors certes, 4 premiers, c'est pas le podium, mais ils en seront pas loin, et peut-être même seront-ils sur ce fameux podium. Si j'avais dit ça, c'est pas parce qu'on venait de se faire rouster par Brest, mais c'est tout simplement parce que j'avais regardé la dynamique de cette équipe depuis la fin de la saison dernière, et je crois que sur plus de 20 matchs, ils étaient à 2 points de moyenne, et en plus, effectivement, avec une qualité dans les duels, dont vous allez voir tout à l'heure que ça fait vraiment une équipe élite dans ce domaine. Alors, ça tombe bien parce que effectivement, on va pouvoir un petit peu éprouver notre jeu. Que vaut-il face aux gros? Parce que finalement, des gros, on n'en a pas joué beaucoup. Bon, Marseille, est-ce que c'est encore un gros? Certes, on a battu Lille en Coupe de France, mais c'était la Coupe de France à domicile. Là, on va les jouer chez eux, donc ce sera à mon avis pas tout à fait la même limonade. On va jouer le Paris Saint-Germain à Paris, et vous savez que ce sera très intéressant puisque nous allons rejouer ce même Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. Alors ce sera pas à Paris, ce sera à Lille. Mais évidemment, le résultat du match de championnat ne préjuge pas forcément du résultat de la Coupe de France. Mais ça peut en tout cas donner des indications au coaching staff de savoir si on est sur la bonne voie par rapport à ce qu'on fait. D'ailleurs, Pierre Sage dit clairement que l'OL aujourd'hui a un nouveau statut du fait des bons résultats récents, et donc il faut assumer ce statut. Il dit aussi que d'une certaine manière maintenant on a beaucoup le ballon dans les matchs, on subit beaucoup moins, mais que parfois comme on n'arrive pas à scorer et qu'on prend donc parfois un but, parfois contre le cours du jeu, il y a beaucoup de parfois dans cette phrase, on remarque malgré tout que même si on se fait un peu piéger, on arrive à rebondir, notamment avec les remplaçants, et vous allez voir qu'il y a toute une théorie, et alors là je ne suis pas d'accord avec cette théorie, je vais bien expliquer exactement la théorie, de Pierre Sage, qui en gros reconnaît que finalement commencer tous les matchs en 4-1, 4-1, ça nous rend peut-être un petit peu lisible, et donc on peut penser que les équipes arrivent globalement à s'adapter, notamment sur le plan défensif, et que finalement ce sont les remplaçants qui ont renversé les matchs parce qu'ils amènent un petit peu de folie. Comme l'a dit Pierre Sage, avec les remplaçants on lâche les chevaux, et donc ça nous a permis de renverser des situations, ce qui n'était pas du tout le cas en début de saison. Là on a renversé la situation 3 fois, c'est-à-dire prendre des points en étant mené, notamment grâce aux remplaçants. Et Pierre Sage donc, il est bien obligé de constater une réalité, c'est que l'on marque 70% de nos buts en deuxième mi-temps, donc ça veut dire qu'on marque seulement 30% de nos buts en première mi-temps. Donc moi, la logique simple, certains diraient simpliste, ce serait de dire, est-ce qu'on commence avec les bons joueurs? Vous savez que j'ai énormément de réticence vis-à-vis d'Ernest Nuama, que je trouve insuffisamment efficace, et donc que j'aimerais bien qu'on essaye quelqu'un d'autre à son poste. Certains vont même plus loin en demandant un changement de système. Pour le moment, je n'en suis pas là. Certains, en effet, aimeraient bien nous voir en 4-2-3-1, constatant que depuis quelques temps, justement, on renverse les matchs en passant en 4-2-3-1, notamment en faisant rentrer Ryan Cherki avec 2 ailiers plus un numéro 9. Mais Pierre Sage, lui, ne voit pas les choses comme ça, et c'est là où je diffère énormément de lui. D'une certaine manière, il reprend la théorie, on va dire, initiée par Nicolas Putebois
tant qu'il y aura des guns, c'est-à-dire en gros, Nuama, certes, il est maladroit et tout ça, mais il fatigue la défense adverse. Et donc, quand les entrants font leur apparition sur le terrain, eh bien, ils ont des joueurs qui sont rincés, et donc ça leur permet de faire la différence. Mais moi, personnellement, je ne souscris pas du tout, mais alors pas du tout à cette théorie. Je me dis, ça fait plusieurs fois qu'on est mené, non pas parce qu'on est dominé, mais on est mené parce qu'on n'est pas efficace. Donc, on se retrouve donc avec un but de retard, et il faut remonter cela, ce qui est très difficile au foot, parce que finalement, il y a très peu de buts marqués. Et donc, moi, mon idée, c'est qu'il vaudrait mieux commencer avec des joueurs efficaces tout de suite, plutôt que de commencer avec des joueurs qui, d'une certaine manière, nous mettent en danger parce qu'ils ne sont pas capables de terminer leurs actions, et d'espérer que les rentrants fassent la différence. Donc ça, c'est une divergence importante que j'ai avec Nicolas Pudebois et avec Pierre Sage, mais bon, c'est Pierre Sage le coach, donc c'est lui qui fait les choix, mais on peut quand même avoir son propre avis. Alors attention, je ne vais pas jusqu'à dire, comme certains, qu'il faut passer en 4-2-3-1 dès le début de match, notamment face aux grosses équipes. Mais ce que je pense, c'est que vous pouvez peut-être remonter le score face à Reims, vous pouvez peut-être remonter le score face à Toulouse, vous pouvez peut-être le faire aussi face à Nantes, mais face à Brest, face à Paris, face à Monaco, face à Lille, écoutez, je n'en suis pas du tout convaincu. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je milite non pas encore pour un changement de système, parce que je pense que on n'est pas encore assez solide avec, on va dire, un double pivot qui serait Matic-Cacré ou Matic-Mangala ou Mangala-Cacré. Je préfère quand même avoir 3 milieux de terrain, d'autant que Cacré et Mangala se projettent énormément. Mais évidemment, sur le plan offensif, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de concurrence. Pour le moment, je ne remets pas en cause la présence de Benrahma, mais on pourrait très bien imaginer que Fofana débute parce que j'apprécie de plus en plus ce joueur. Mais en tout cas, du côté de Nuama, là par contre, je demande une évolution. D'ailleurs, je ne suis pas le seul parce que si dans tant qu'il y aura des gones, Nicolas Pudebois ne souhaite pas ce que Nuama sorte, je note que Racing Brick, qui d'ailleurs, via le site Tant qu'il y aura des gones, a sorti un article sur le sujet, et bien que Nuama soit mis en concurrence. D'ailleurs, je note que contre Reims, il n'est pas titulaire, il rentre en deuxième mi-temps et il marque son deuxième but de la saison. Donc moi, comme je le dis, je ne souscris pas du tout à cette théorie que Nuama fatigue les défenses et que ce sont les autres remplaçants qui en profitent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lui, Pierre Sage, ne raisonne pas sur des partiels dans les matchs. Lui, il voit la globalité, et ce qui lui importe finalement, c'est de repartir avec la victoire. Que cette victoire se construise dès le début du match ou grâce aux remplaçants, pour lui, ça change pas grand-chose. Moi, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là, parce que, effectivement, je le redis, face à des équipes du bas de tableau, ça peut passer. Mais je pense que face aux meilleures équipes, ça ne passera pas, on ne remontera pas systématiquement. Donc je ne crois pas à cette théorie de l'épuisement, si on peut dire. Donc voilà, alors il y a d'autres aspects évidemment qui viennent se greffer à l'aspect tactique, à l'aspect des joueurs, c'est aussi le management. Et Pierre Sage reconnaît lui-même qu'il faut être capable de jongler entre l'aspect managérial et l'aspect tactique. En gros, l'aspect managérial, c'est de dire Nuama n'est pas bon sur les derniers matchs, donc il doit aller faire un tour sur le banc. Cherki, Fofana ont été bons sur leurs entrées, même Baldé d'une certaine manière, donc il faut les récompenser en leur donnant des titularisations, parce que vous le savez, si vous avez fait un sport collectif, être titulaire, il n'y a rien à faire, ça reste quand même glorifiant. Et donc, pour un joueur qui fait des super rentrées, ne pas être titulaire dans les matchs qui suivent, c'est hyper frustrant. Vous avez l'impression qu'il y a du deux poids deux mesures, surtout quand le titulaire, si le titulaire est bon, le mec qui remplace la Casette, il va pas dire la Casette, il doit sortir. Non, si évidemment le titulaire est moyen, ou en baisse de régime, c'est logique que les mecs qui sont derrière ce titulaire, se disent moi j'ai fait des bonnes rentrées, je mérite aussi d'avoir ma chance pour être titulaire, d'autant que, et ça évidemment c'est très important, il y a la finale de la Coupe de France au bout du chemin. Donc maintenant, dans
6 matchs, donc ça avance vite. Et évidemment, les joueurs veulent être titulaires pour la finale de la Coupe de France, avoir la Marseillaise. Alors je sais pas si on passe la Marseillaise en finale de la Coupe de France, mais bon, en tout cas dans une ambiance de folie, devant toute la France, puisque le match sera retransmis évidemment à la télé nationale. Donc évidemment la fierté de pouvoir débuter une Coupe de France c'est quelque chose, mais si vous avez été tout le temps remplaçant sur les matchs qui précèdent, il y a quand même peu de chances que vous soyez titulaire. D'où le fameux débat sur Lucas Perry, mais bon, je ne vais pas le relancer dans cette vidéo. Alors Pierre Sage a également été interrogé sur l'apport de Lacazette. Bon, est-ce que ça vaut le coup de lui poser une question sur l'apport de Lacazette? Hugo Guimet a posé une question sur l'apport de Nemanja Matic. Est-ce que ça vaut le coup de poser une question sur l'apport de Nemanja Matic? Honnêtement, je n'en suis pas certain. Vous vous doutez bien que Pierre Sage, il a évidemment dit que ces deux joueurs étaient très importants dans leur qualité de jeu, dans leur style de jeu, dans leur leadership, etc., etc. Il a simplement noté concernant Matic qu'effectivement, il y a des séquences de matchs où il a été moins bien, notamment à Nantes. Si on regarde le match complet de Matic à Nantes, il y a vraiment des moments où on le sent en difficulté. Par contre, et ça c'est vrai, on est bien obligé de le constater, dans les moments chauds, eh bien c'est lui qui décale Fofana, c'est lui qui fait le bon repli défensif, c'est-à-dire que dans les moments chauds, il est présent. Donc c'est ce qu'on retient de Nemanja Matic, mais je pense que il faudrait être complètement aveugle pour contester l'apport de Matic depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais. Enfin, un journaliste qui a quand même eu un peu de culot, faut quand même le dire, a demandé à Pierre Sage s'il avait le sentiment quand même d'être un petit peu chanceux. C'est-à-dire que depuis quelques matchs, finalement, tout tourne dans notre sens. Alors Pierre Sage, évidemment, s'est senti vexé en disant qu'on a créé les conditions de la réussite. Je déteste le terme chance. Bon, là aussi, je ne suis pas tellement d'accord avec Pierre Sage parce que quand un arbitre siffle pas tel ou tel truc, quand il vous donne un penalty extrêmement généreux comme celui sur Lacazette, bon, on peut pas dire que ce soit de la réussite. Alors certains diront, ben oui, mais il était dans la surface de réparation, nanani, nanana. Ouais, enfin bon, Frappard prend sa décision, etc. Enfin bon. Donc bon, là, réussite, chance, on appelle ça comme on veut, mais faut bien reconnaître que depuis, on va dire la deuxième partie de saison, on est moins malchanceux. En tout cas, on a beaucoup plus de réussite qu'en début de saison, puisque en début de saison, non seulement on était mauvais, mais en plus, on n'avait vraiment pas de réussite, que ce soit avec les décisions arbitrales. Rappelez-vous le but de Clermont où le joueur contrôle le ballon des deux bras. Bon, revu à la vidéo et but validé. Enfin, ça c'est quand même incroyable. Donc ces éléments-là, évidemment, sont plutôt en notre faveur. C'est pour ça que je dis toujours, c'est rare que je m'énerve contre l'arbitrage, tout simplement parce que je considère que sur une saison, ça s'équilibre. Et je pense que c'est ce qu'on a vu cette saison avec l'Olympique Lyonnais. Alors puisqu'on parlait de Lacazette, vous l'avez peut-être vu, puisque j'ai posté cette infographie dans l'onglet communauté, eh bien on se rend compte que Alexandre Lacazette est le joueur le plus efficace de Ligue 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire efficace? Ça veut dire le joueur qui a marqué beaucoup plus de buts, même le joueur qui a marqué le plus de buts que ses expected goals. Et d'ailleurs, c'est des choses que je remarquais quand je fais les commentaires de match. Eh bien, c'est que Lacazette, il vous a mis des buts venus d'ailleurs. Et c'est confirmé par les statistiques, puisqu'il a mis 6 buts de plus que ses expected goals. Ce qui d'ailleurs est assez inquiétant pour l'efficacité, la qualité de nos attaques. Mais Lacazette a mis 13 buts alors qu'il n'a eu que 7 XG, c'est-à-dire quasiment le double. Lacazette met quasiment 2 fois plus de buts que la qualité de ses occasions. Un joueur d'exception comme Mbappé a mis 18 buts avec 13 XG, ce qui veut dire qu'il a mis 5 buts de plus que ce qu'attendaient les statistiques. Donc c'est-à-dire un tiers de plus, alors que Lacazette c'est le double. Donc autant vous dire quand même qu'on a affaire à un phénomène. Lacazette, qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Parce que il faut pas oublier que nombre important de nos matchs se sont joués à un but d'écart. Donc ça donne encore plus de valeur à cette stat. Alors abordons notre adversaire de ce week-end, Brest, donc deuxième du championnat, deuxième défense de Ligue 1. Une équipe tout simplement ébouriffante qui vraiment réussit une saison absolument folle, un petit peu dans la lignée de ce qu'avait fait Lens
la saison dernière a une grande différence, je trouve, c'est que Lens pouvait bénéficier de 2 joueurs incroyables, hein, comme Seko Fofana au milieu de terrain et Loïs Openda en attaque, et Brest n'a pas du tout ce type de joueur. Brest a fait un choix qui s'est révélé extrêmement payant, puisque leur effectif est essentiellement composé par des joueurs, on va dire, référencés de Ligue 1, pas des superstars, mais des mecs tous un petit peu revanchards. Et finalement, la mayonnaise a super bien pris, tout ça dirigé par un Eric Roy qui fait un travail absolument remarquable. Ils sont 2e, et vous le voyez, ils ont 9 points d'avance et une différence de but nettement supérieure à Nice, donc qui est 5e, ce qui veut dire que Brest a, je dirais, 99% de chances de finir dans les 4 premiers. Et je le redis, et je le redirai, j'ai dit cela dès le mois d'octobre. Brest sera dans les 3 premiers du championnat. On m'a ri au nez. D'ailleurs, je produirai bientôt quelques commentaires, puisque si Medax m'écoute, Medax qui est un suiveur de la chaîne, abonné sur Twitch d'ailleurs, je le remercie, n'hésitez pas à renouveler votre abonnement sur Twitch parce que ce n'est pas automatique. Et Medax, il a pris un risque, puisqu'il a dit quelque chose que je ressortirai dans les jours qui viennent, sauf s'il supprime son message d'ici là. En gros, il a dit qu'il inviterait tous les abonnés de la chaîne si Brest était dans les 3 premiers. Donc, vous voyez qu'il doit commencer à serrer les fesses, puisque nous sommes bientôt 3000. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui ne sont pas abonnés à s'abonner. Il y a encore beaucoup de gens qui suivent la chaîne régulièrement qui ne sont pas abonnés. Il reste à peu près 120 pour arriver aux 3000 abonnés. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et mettez la petite cloche pour avoir des notifications des nouvelles vidéos. Donc Brest, adversaire extrêmement compliqué qui nous avait vraiment tabassé, il n'y a pas d'autre mot, lors du match aller. Et vous allez voir pourquoi cette équipe de Brest est extrêmement difficile à jouer. Alors, une autre infographie, alors là, elle n'est pas facile à lire, donc je vais essayer de bien l'expliciter. En bas, vous avez le pourcentage de duels remportés en défense. En défense, je précise. Et ici, vous avez le nombre de duels joués par 90 minutes. Et donc, sur l'ensemble de la saison, et vous voyez que Brest est tout simplement à la fois l'équipe qui joue le plus de duels, 75 par match, et qui remporte également le plus grand nombre de duels, presque 64%. C'est-à-dire qu'en défense, 2 fois sur 3, c'est eux qui prennent le dessus. Donc ça démontre une équipe déjà qui est extrêmement physique, extrêmement athlétique, et qui en plus, gagne ses duels dans l'agressivité. Et vous voyez que nous, pauvres Lyonnais que nous sommes, nous sommes avec le PSG, avec une équipe qui finalement joue peu de duels. Alors c'est aussi parce qu'on a beaucoup de possession, faut pas se mentir, mais qui n'en remporte que 58%. Donc évidemment, cette équipe de Brest, c'est vraiment une équipe élite en termes de duels défensifs. Qui plus est, elle peut bénéficier d'un effectif finalement où tout le monde est dangereux. Ils n'ont pas un joueur comme nous, comme Lacazette, qui se démarque absolument, mais ils ont beaucoup de joueurs à 5-6 buts. Donc finalement, ça fait que le danger peut venir de beaucoup d'endroits différents. Qui plus est, cette équipe de Brest ne lâche jamais l'affaire, puisque ça lui est arrivé plusieurs fois cette saison d'être menés. Je crois que même il y a plusieurs matchs où ils étaient menés de 2 buts et ils sont remontés. Je crois que c'est arrivé à Lens, je crois que c'est arrivé aussi face à Paris. Donc même si on mène 1-2-0 face à cette équipe, faudra pas penser que le match est définitivement acquis. Alors comment joue-t-elle ? Écoutez, elle joue en 4-2-3-1. J'ai pris la composition face à Lille, puisque d'une certaine manière, aux yeux de Brest, on ressemble un petit peu à Lille, c'est-à-dire avec un gros scoreur, Jonathan David et Lacazette du côté de l'OL, et des ailiers avec 3 milieux de terrain, donc une sorte de 4-3-3, de 4-1-4-1, donc je pense que Brest est capable de nous mettre un 4-2-3-1 ou un 4-3-1-2. De toute façon, ils ont donc vraiment, comme je le disais, des joueurs qui sont des vieux routiers de la Ligue 1, revanchards, qui veulent se montrer, donc des Kenny Lala, des Chardonnay, des Lesmelou, des Magnetti, des Del Castillo, des Jonas Martin, des Pereira Lage, Madi Camara, Steve Mounier,
Vraiment, on pourrait y aller de manière infinie sur les qualités de cet effectif. Donc vous voyez une moyenne d'âge de 27 ans pour cette équipe. C'est pas une équipe, enfin c'est une équipe vraiment qui a fait un choix, mais alors totalement différent de ce que nous faisions, hein, puisqu'on a recruté quand même des joueurs expérimentés cet hiver. Mais là, vraiment, avec des joueurs référencés entre 25 et 30 ans. Et personnellement, je pense que c'est comme ça que l'OL se remettra dans le droit chemin plutôt que d'aller chercher des gamins. Alors, comme on a des absents, les amis, eh bien, il va falloir prendre des décisions par rapport à l'équipe à aligner face à cette équipe de Brest. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre propre composition. Alors en défense, on est obligé un petit peu, on va dire, d'être créatif dans le sens où Douye Keletachar est absent, donc évidemment Tagliafico, O'Brien que je mets à gauche, mais bon qui peut aller à droite, hein, ça c'est pas tellement un souci. Mais je préfère prendre Clinton Mata en défense centrale plutôt qu'un Lovren ou un Adrielson. Ce sont des joueurs qui ne jouent quasiment jamais. Moi, je pense que face à Brest, il faut des mecs qui soient dans le rythme et qui soient prêts à aller au combat. Maitland Nice donc du côté droit. Matic, Mangala, Cacré, rien d'original. Benrahma, Lacazette, idem. Et là, vous l'avez compris, je sors Nuama pour soit mettre Ryan Cherki, soit mettre Fofana. Fofana qui m'a beaucoup plu. Alors certains me disent, ah Fofana, il a pas la caisse pour jouer tout le match. Eh ben écoutez, il sortira à la 60e. Mais on fera rentrer Nuama, je vois pas tellement où est le problème. Bon, c'est un jeune joueur d'ailleurs qui avait l'habitude d'être titulaire en Belgique, donc je ne crois pas du tout que ce sera un souci. N'hésitez pas, les amis, à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Surtout à vous abonner pour peut-être atteindre les 3000 avant la fin du mois de juin. Et je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve donc très rapidement, et notamment dimanche, pour le live du match à partir de 20h30. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.